Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu plusieurs entretiens aujourd'hui au palais présidentiel. Il a échangé notamment avec les ambassadeurs des États-Unis et du Brésil. La région du Békét demande pardon à la nation ivoirienne après les manifestations contre la CIE qui ont dégénéré à Bouaké. On se souvient, des bureaux avaient été saccagés et pillés. Ils ont été condamnés hier pour leur implication dans l'attaque terroriste de Grand Bassam. 10 ans de prison ferme, c'est le verdict du tribunal militaire d'Abidjan contre 2 soldats de l'armée ivoirienne. Et au Brésil, c'est aujourd'hui que débutent les Jeux olympiques à Rio. La cérémonie d'ouverture de ces Jeux aura lieu dans quelques instants au stade Maracana de Rio de Janeiro. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a enchaîné plusieurs rendez-vous aujourd'hui. Il s'est entretenu avec les ambassadeurs des États-Unis et du Brésil. Ces diplomates, en fin de mission en Côte d'Ivoire, sont allés lui faire leurs adieux. Le président Ouattara a également échangé avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. L'un des pays amis de la Côte d'Ivoire s'appelle l'Italie. En tant que tel, Rome compte intensifier davantage ses relations avec Yamoussoukro. C'est tout le sens des échanges ce vendredi au palais présidentiel entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie en visite en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une période de stabilité et de croissance économique, ce qui lui donne un rôle toujours plus important dans la région. Et pour nous, c'est stratégique, soit sur le plan économique que sur le plan politique. Sur le plan économique, parce que c'est une opportunité pour nos entreprises. Et nous avons une délégation aussi d'entrepreneurs qui sont venus ici, de participer à ce processus de croissance et d'avoir dans la Côte d'Ivoire un interlocuteur qui ouvre les portes pour un marché plus large dans la région. Sur le plan politique, nous avons un engagement commun contre la criminalité et contre le trafic irrégulier d'êtres humains. Également reçus ce vendredi par le président de la République Alassane Ouattara, les ambassadeurs brésiliens et des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ces diplomates en fin de mission sur le sol ivoirien sont allés dire au revoir au président de la République. Une occasion de plus pour eux de rappeler, tout en faisant le point de leurs activités en Côte d'Ivoire, les bonnes relations avec leurs pays respectifs. On a fait un peu les bilans des relations entre le Brésil et la Côte d'Ivoire parce que les jours s'approchent pour mon départ. Et on fait le constat que la coopération entre le Brésil et la Côte d'Ivoire connaît des perspectives très importantes. Il y a l'amitié ivoirienne-brésilienne a des racines très fortes qui remontent à votre indépendance. Au cours de ma mission en Côte d'Ivoire, on a vu des investissements du gouvernement des États-Unis, que ce soit dans le secteur de la santé, la justice, nos activités pour promouvoir la bonne gouvernance. Avec tous ces investissements, il s'agissait d'un accompagnement pour accompagner la Côte d'Ivoire à tourner la page de crise. C'était l'occasion pour moi de féliciter le président de la République pour tous les efforts qu'il a déployés pour renforcer les institutions, consolider la démocratie en Côte d'Ivoire et relancer l'économie. Leur mission prenant ainsi fin, l'ambassadeur des États-Unis et celui du Brésil vont donc quitter la Côte d'Ivoire après y avoir séjourné chacun pendant environ 4 années. Avant de rencontrer le président de la République, le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est rendu au ministère des Affaires étrangères et à la primature pour des séances de travail. La délégation italienne et le gouvernement ivoirien envisagent d'accélérer la conclusion de plusieurs accords de coopération économique et diplomatique.
Ce matin, à l'Assemblée nationale, les députés ont tenu leur première session extraordinaire de l'année 2016. C'est la première vice-présidente du Parlement ivoirien qui a ouvert la session. Les députés vont examiner le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne signé le 26 novembre 2008. Cette première session extraordinaire de l'année 2016, débutée donc ce matin, refermera ses portes le vendredi 12 août prochain. La région du Békei, je le disais tantôt, demande pardon à la nation ivoirienne après les manifestations contre la CIE qui ont dégénéré à Bouaké. On se souvient, des bureaux avaient été saccagés et pillés. Bouaké demande pardon. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre des Affaires présidentielles ont assisté à la cérémonie, nous explique Kader Sogodogo. 10h25, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, sont accueillis à l'aéroport de Bouaké. Les deux personnalités viennent prendre part à la cérémonie de pardon à la République et de soutien au chef de l'État. Une cérémonie qui se situe 2 semaines après les violentes scènes de chaos liées aux manifestations contre le coût élevé de l'électricité. Un détour pour constater l'ampleur des dégâts précède toute chose. La préfecture des régions, l'agence CIE de Dougouba, le conseil régional, le domicile du premier maire de Bouaké, Feu Djibo Sonkalo, sont désormais des lieux sinistrés. Voici ce pourquoi Bouaké demande pardon. À genoux, les députés Bema Fofana, Jean-Louis Abounois et tous les leaders de jeunesse demandent pardon avec la bénédiction des chefs traditionnels, de communautés et des religieux. Prenant la parole, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, invite les jeunes de Bouaké indexés dans les casses à se ressaisir et à emprunter la voie de l'émergence dressée par le chef de l'État. Chers jeunes, plus jamais ça. Le président vient d'engager des travaux importants pour le pays. Au niveau de Bouaké, au mois de novembre, on va démarrer l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Aujourd'hui, tout le monde est témoin, il faut être de bonne foi. Même si chacun n'a pas encore ressenti à son niveau les bienfaits du travail du président Ouattara, tout le monde est unanime pour dire que nous sommes dans la bonne direction. Représentant le chef de l'État, le ministre chargé des Affaires présidentielles apprécie ce pardon qui permet à Bouaké de se réconcilier avec lui-même. Le président de la République invite chacun et chacune de vous à renoncer à la violence sous toutes ses formes, à protéger les acquis, fruits de nos efforts collectifs. Je souhaite que cette cérémonie de pardon soit pour la population de Bouaké le symbole d'un nouvel engagement, celui de renouer définitivement avec la non-violence. Les ministres Kandia Kamara et Paul Kofi Kofi ont pris part à la cérémonie de pardon à la République et de soutien au chef de l'État. Ils sont également témoins de cette nouvelle page qui s'ouvre pour Bouaké. Et nos reporters ont recueilli quelques réactions après cette cérémonie. Nous les écoutons. Je pense que ce qui vient de se passer est extraordinaire. Que le Bouaké présente des excuses à la nation pour avoir défiguré, pour avoir présenté une image qui n'était pas digne. Et la nation l'a accepté par les propos du ministre d'État de l'Intérieur. Nous sommes contents. Il faut entendre le discours de monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre d'État. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça à Bouaké. Vraiment, Bouaké demande pardon. Vraiment, nous sommes très contents de ce pardon. Nous disons merci au président de la République, à l'intermédiaire des représentants, pour avoir accepté ce pardon. La suite, c'est que nous allons sensibiliser encore plus. Il faut que nous méritons ce nom de ville de paix afin que nous allons de l'avant. La réconciliation nationale, les violences à l'université, les manifestations contre la CIE, voilà autant de sujets évoqués lors d'une rencontre organisée par le RPCP, Renouveau pour la paix et la concorde avec la presse. Ce parti appelle donc tous les Ivoiriens à promouvoir la paix, nous explique Sidonie Davila. Actualité oblige. Henriette Lagou se prononce sur la situation sociopolitique. Elle revient sur la nécessaire réconciliation, les récentes violences à l'université. La présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, n'a pu s'empêcher
de revenir sur le chapitre des factures d'électricité. Le RPCP condamne les casses et autres actes de vandalisme orchestrés ces derniers jours et appelle les uns et les autres à la retenue et au respect des établissements publics ainsi qu'au symbole de l'État. Le RPCP estime que les Ivoiriens ont le droit d'attendre de l'État qu'il subventionne cette facture litigieuse pour réparer les torts causés. Les violences à l'université. Le RPCP invite toutes les parties au calme et à la sérénité. Le Renouveau pour la paix et la concorde exhorte le gouvernement à trouver des solutions aux revendications légitimes des étudiants et des enseignants. Conformément à la vision de son parti, Henriette Lagou appelle à la paix, à l'amour et au pardon pour instaurer un climat de cohésion sociale. Déclarés coupables, ils ont été condamnés hier pour leur implication dans l'attaque terroriste de Grand Bassam. 10 ans de prison ferme, c'est le verdict du tribunal militaire d'Abidjan contre 2 soldats de l'armée ivoirienne. Ils ont été condamnés pour des infractions d'association de malfaiteurs et de violation de consignes. Abou Sanogo. Le verdict est tombé. 10 années de prison ferme pour les sous-officiers Brice Touré et Zoumana Zanga Koulibaly. Ainsi en a décidé le tribunal militaire d'Abidjan, qui les a déclarés coupables des faits d'association de malfaiteurs et de violation de consignes. Il leur a reproché d'avoir été en contact avec des personnes qui menaient des activités illicites en Côte d'Ivoire, notamment Hassan Bari, Dissam, ou encore Ange Bari Batesti, ex-conducteur de Hamza Jamal, impliqué dans l'attaque terroriste de Grand Bassam. Dans son réquisitoire, le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi Kwame, a évoqué une circonstance aggravante pour ces 2 militaires qui, bien que n'ayant pas pris part à l'attaque, n'ont rien fait pour l'empêcher en dénonçant ces suspects. Il a donc requis 10 années de détention ferme et 200 000 francs d'amende pour chacun des 2 militaires. Il sera suivi par le président du tribunal qui les a retenus dans les liens de la prévention. Malgré les plaidoiries des avocats de la défense qui ont soutenu que la responsabilité des prévenus n'est nullement engagée et que leur implication n'a pas été démontrée. Ils ne partagent donc pas la décision du tribunal. Les 2 militaires et leurs avocats ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. Les terroristes font parler d'eux en Inde. Le pays a été attaqué aujourd'hui. Au moins 12 personnes ont péri dans la fusillade survenue dans un marché. Les assaillants ont attaqué des personnes non armées dans ce marché situé au nord-est du pays. C'est chose faite depuis le 30 juillet 2016 ici en Côte d'Ivoire. Plus aucun infiltré dans le parc national du Mont Péko. Selon une évaluation provisoire des autorités en charge de la question, le comité de coordination élargi s'y est rendu hier pour constater. Après l'évacuation du parc vers les villages riverains, désormais surpeuplés, il faut maintenant envisager l'intégration de ces ex-infiltrés. Christelle Menant pour le reportage. 30 juillet 2016, c'était la date butoir donnée aux 20 000 infiltrés recensés en 2014 dans le parc national du Mont Péko. Au final, les 7 sous-préfectures riveraines du parc ont accueilli plus de 52 000 ex-infiltrés. Ce 4 août, pour évaluer la situation, des membres du comité élargi de coordination se sont rendus à Bagowo. La sous-préfecture a accueilli à elle seule plus de 26 000 déguerpis. Les communautés sont disposées à les accepter sur leurs terres, mais elles s'inquiètent de l'insuffisance des services sociaux de base. Pour pallier à cela, Madame la ministre, voici les doléances que tous les chefs de villages d'accueil vous soumettent. Construire des centres de santé, construire des salles de classe et renforcer ceux existants en table-banc. Construire des pompes hydrauliques dans tous les villages d'accueil, surtout dans les centres de santé. Renforcer les villages d'accueil en ville et non-ville car les déguerpis sortent du parc complètement démunis. Plus aucun revenu pour les ex-infiltrés du parc et une situation d'urgence qui se fait déjà ressentir. Les infiltrés déjà, c'est un hors-la-loi. On ne demande pas de dédommagement parce qu'on n'a pas raison, mais simplement qu'il y ait un appui pour nous aider à traverser cette période difficile. On demande une assistance sanitaire pour les personnes malades, surtout les femmes et les enfants. Sur place, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a fait des dons en vivres, du riz, de l'huile et du sel pour les déguerpis et les riverains. Les partenaires onusiens ont promis de participer à cet élan humanitaire. Je voudrais adresser toute ma gratitude aux agences humanitaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce processus si sensible,
mais si important pour le gouvernement ivoirien. Un processus qui heureusement se déroule sans incident majeur. Je voudrais souligner également que la préservation de la cohésion sociale après cette phase de déguerpissement doit être la priorité de tous. C'est une question de sécurité et de cohésion sociale, mais aussi d'environnement. Pour Mariatou Koné, s'adressant aux ex-infiltrés, pas question de retourner dans le parc ou d'infiltrer les autres parcs et réserves qu'abrite la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous encourager à tourner définitivement, je répète, définitivement le dos à l'exploitation illégale des forêts classées, des parcs et réserves de la Côte d'Ivoire. Libérez-vous des chaînes de manipulation qui vous exhortent à résister aux décisions de l'État en prétendant que la décision pourrait changer. Ça ne va pas changer. Être dans le parc, c'est faire du mal à la Côte d'Ivoire. 34 000 hectares de forêt primaire, un des poumons verts de la Côte d'Ivoire. Ces infiltrations du parc national du Mont Péco à des fins agricoles ont provoqué de grosses disparités du couvert forestier et menacé des espèces endémiques telles que l'éléphant nain, selon l'Office ivoirien des parcs et réserves. Il y va de la pluviométrie en Côte d'Ivoire et de la préservation de la plus grande biodiversité d'Afrique francophone. L'Ivoirien nouveau, mythe ou réalité? C'est le débat ouvert par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministère a organisé hier au Palais de la Culture à Trècheville les grandes conférences de la culture. Qui est l'Ivoirien nouveau? Comment doit-il se comporter? Les débats ont duré 2 heures d'horloge. David Oyo, Serge Coléa nous fait le point. L'abbé Norbert Abékan, Fousseni Diabaté, Venance Conan, Maurice Kwaku Bandaman, 4 intellectuels pour décortiquer le thème « L'Ivoirien nouveau, mythe ou réalité ». L'Ivoirien nouveau sera celui que nous voudrons voir naître. C'est-à-dire que si nous sémons les germes de la paix, de la discipline, de la propreté, etc., nous aurons un Ivoirien discipliné, travailleur et propre. Comment essayer de témoigner de cette vie de l'Ivoirien nouveau que nous voulons inculquer? C'est dans ma façon de faire, parce que moi, prêtre, je dois pouvoir donner l'exemple à suivre. Changement de mentalité, prise de conscience individuelle, assurément, le concept d'Ivoirien nouveau exige des principaux concernés des comportements neufs. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la tribune dénommée les grandes conférences de la culture. La mission que le chef de l'État nous a confiée, c'est aussi de travailler à l'élévation de la connaissance intellectuelle. Donc, les grandes conférences de la culture vont offrir des plateaux à tous ceux qui ont des idées, qui ont des propositions dans le sens de la construction de la nation. De façon mensuelle ou bimensuelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie se propose de mettre sur la table des sujets d'intérêt pour la nation. Toutes les énergies et intelligences, ainsi que les contributions, sont attendues pour nourrir le débat au-delà des oppositions. La Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire dit non aux panneaux publicitaires et affiches apposés de façon anarchique sur les feux tricolores et autres supports. La Chambre est donc en campagne depuis hier dans le district d'Abidjan. L'opération Panneaux propres a démarré dans les communes de Cocody et de Trècheville. La Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, comme on le voit, est en phase avec le ministère de la Salubrité urbaine qui a entamé une semaine nationale de propriété des villes ivoiriennes. Aurélia Droukoula, Grâce Kando. Panneaux publicitaires, poteaux électriques, arrêts de bus, feux tricolores, ces différents supports sont souvent utilisés abusivement pour faire passer certaines annonces ou informations. Pour accompagner l'action du gouvernement dans le cadre de la Semaine nationale de la propriété, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire initie une opération Panneaux propres. Elle vise à déshabiller les affichettes apposées sur les mobiliers. Ce jeudi, les communes de Cocody et de Trècheville ont été passées au peigne fin. Tous les panneaux publicitaires ont été débarrassés des affiches illégales. Il y a des panneaux précaires qui se sont posés ça et là, en dehors de la réglementation, et tout le monde s'érige en afficheur, et indirectement ça a un impact sur la propriété nationale et sur le métier des professionnels que nous sommes. Donc c'est un signe annonciateur de notre engagement à lutter contre l'insalubrité et contre tout ce qui est inapproprié, parce que les panneaux participent à l'embellissement de l'environnement
des citoyens. On tient à la propriété de la ville d'Abidjan. L'émergence aussi, on veut aussi y participer. L'anarchie dans le milieu des panneaux publicitaires, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire n'en veut plus. Pour ce faire, un plan d'action est prévu. Nous avons décidé de mettre en place une brigade pour pouvoir suivre et continuer à nettoyer les panneaux pour que les panneaux restent propres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous comptons faire, c'est de faire des campagnes de communication auprès de la population pour que justement toute cette façon d'agir sur les panneaux puisse s'arrêter. L'opération Panneaux propres va s'étendre à plusieurs communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Objectif, leur donner un visage plus sain. Hors de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, l'ANC marque un fort recul à l'issue des municipales. Le Congrès national africain redoutait ce scrutin et ses craintes se sont confirmées. S'il devrait remporter de nouveau la grande majorité des 278 municipalités mises en jeu, il risque de perdre près de 8 points au niveau national. Herman Guivé. Les élections municipales en Afrique du Sud livrent progressivement leur verdict. L'ANC au pouvoir depuis 2 décennies voit sa suprématie remise en cause. Le parti du président Jacob Zuma s'incline dans plusieurs grandes villes du pays comme Port Elizabeth. En 2011, l'ANC enregistrait 61% des suffrages. Le parti reste toujours dominant avec 54% des voix selon les résultats encore partiels. Des résultats qui confirment un certain mécontentement des électeurs pour la politique de gestion du pays par l'ANC. Les nombreux scandales financiers et la corruption seraient à la base de ce mécontentement des électeurs. L'ANC et l'Alliance démocratique sont en tête et restent au coude à coude. Dans plusieurs municipalités, ni l'Alliance démocratique ni l'ANC n'ont obtenu la majorité absolue de 50%. Les deux partis vont donc devoir chercher du soutien et pourraient se tourner vers Julius Malema, l'opposant historique à l'ANC. Le parti EFF de Julius Malema s'impose comme la troisième force de ce scrutin et risque bien de se retrouver dans le rôle d'arbitre. Des résultats partiels qui confirment les sondages énoncés en faveur de l'opposition avant le dépouillement du scrutin. Dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, le CE Sport de San Pedro et la SEC Mimosa seront opposés en finale de la 53e édition de la Coupe nationale au stade Robert Champrou de Makori. Salif Ouattara nous présente ici les enjeux de cette opposition. Qui sera le vainqueur de la finale de la 53e édition de la Coupe nationale? Ce samedi au stade Robert Champrou de Makori, la SEC Mimosa sera face au CE Sport de San Pedro. Un choc en 2 clubs rivaux, 2 mastodontes du championnat national. Le CE, avec ses 3 titres de champion de Côte d'Ivoire, est monté en puissance tout au long de cette compétition, en s'appuyant sur la prestance de son portier, Diabaté Sek. Sauveur du Navi Seweke en quart de finale et en demi-finale lors de l'épreuve des tirs au but. Le coach, le Camerounais Messak Moril Njoya, pourra compter également sur son fusil d'assaut, Christian Kodjo Élysée, dont la justesse du pied a fait trembler plus d'un filet dans cette compétition. Dans les filets jaunes-noirs se trouvera Kwaku Kofi Hervé, le portier chouchou des actionnaires, qui n'a encaissé aucun but dans la compétition. Avec ses 24 titres de champion de Côte d'Ivoire et ses 19 coupes nationales, la SEC Mimosa est un expérimenté et un habitué des titres. Une habitude que l'entraîneur Siaka Traoré, dit Gigi, devra confirmer samedi à 16h GMT au stade Robert Champrou de Makori face à un CE Sport qui n'a jamais remporté cette Coupe nationale après 3 tentatives vaines. Et avec Koulibaly Seydou et Salif Ouattara, parlons maintenant de la NBA Junior Basketball Campus qui démarre demain au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une vraie légende vivante de la NBA, Dikembe Mutombo, est le parrain de la NBA Junior Basketball Camp qui se tiendra à partir du 5 août au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'ancien pivot des Nuggets de Denver, des Hawks d'Atlanta, des Sixers de Philadelphie et des Rockets de Houston, élu à plusieurs reprises meilleur défenseur de la NBA, 8 fois sélectionné pour le All-Star Games, fera profiter les jeunes de son expérience. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un grand joueur? Avoir une compétence très forte, avoir un esprit très fort, avoir l'esprit de travailler ensemble. Après l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Sénégal et autres,
Le programme de la Ligue junior de NBA est à Abidjan pour la première fois. Une façon pour les organisateurs d'aider le basket ivoirien à grandir. Donner l'exemple aux jeunes qui pratiquent ce sport. Et Dikembe Mutombo, parti de rien en République démocratique du Congo pour devenir une star de la Ligue américaine, ne ménage aucun effort pour s'investir dans le développement du basket et de la jeunesse africaine. 3 fois meilleur contreur de la NBA, 2 fois meilleur rebondeur, Dikembe Mutombo, qui invite toutes les autres stars du continent à s'investir dans le développement de l'Afrique, est un ambassadeur de choix pour le camp d'Abidjan. Au Brésil, le coup d'envoi des JO sera donné dans quelques minutes seulement. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu au stade de Maracana de Rio de Janeiro. Le spectacle va durer plus de 3 heures. À ces JO, la Côte d'Ivoire est présente avec plus de 10 athlètes dont Muriel Aouré, Marie-Josée Talou et Ben Meïté. Et ici en Côte d'Ivoire, le Palais de la Culture s'apprête à recevoir Georges Monboy, ce grand chorégraphe ivoirien qu'on appelle également le maître de la scène ou du ballet national. Alors, comment vont les préparatifs? Nous avons sur place, nous avons donc en duplex Herman Guivet. Bonsoir Herman Guivet. Effectivement, nous sommes à la 1500 places du Palais de la Culture, cette salle qui va donc accueillir ce grand spectacle haut en couleur que promet Georges Monboy à tous les Ivoiriens. Georges Monboy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste chorégraphe et vous promettez un spectacle haut en couleur, comme je le disais à l'instant, aux Ivoiriens, à l'occasion bien sûr de la célébration des 56 ans d'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Alors, quelle sera la particularité de ce spectacle? Ce spectacle est une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour entre les humains, les femmes et les hommes. Une déclaration d'amour à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je t'aime. Chacun doit dire à la Côte d'Ivoire qu'il aime la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, son acte doit être un acte de positivité, un acte de construction, un acte de rassemblement, d'union, de générosité. J'allais dire des célébrations de la vie. Alors vous l'avez dit, de la célébration de la vie, l'union et donc la solidarité, toutes ces valeurs seront donc exprimées au travers de votre spectacle. Alors à quoi devront s'attendre les milliers de téléspectateurs, ces millions de téléspectateurs qui vont donc s'asseoir pour suivre en direct ce spectacle qui, je le rappelle, sera retransmis sur les antennes de la RTI sur le coup de 21h demain? Ce spectacle, vous allez voir, est composé de 40 danseurs. C'est-à-dire que beaucoup de danseurs et plusieurs figurants, des mannequins et des grandes stars de la Côte d'Ivoire, de la chanson ivoirienne, des acrobates venus de loin. C'est-à-dire que c'est une Côte d'Ivoire vivante, une Côte d'Ivoire mouvante, une Côte d'Ivoire inventive, une Côte d'Ivoire qui simplement est déjà sur le chemin de cette émergence de la génération d'aujourd'hui qui se prend en main et qui avance vers quelque chose de magnifique. À quelque chose de magnifique, vous l'avez dit, certainement donc que les téléspectateurs pourront donc profiter de ce spectacle en direct, comme nous le disions à l'instant, sur les antennes de la RTI. Et ici même, nous avons un grand nom de la musique ivoirienne, j'ai nommé Baïs Pinto, qui va donc à l'instant nous rejoindre ici. Nous allons ensemble échanger avec cette sommité de la musique ivoirienne. Baïs Pinto, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, vous comptez à votre façon également à participer à la célébration de ces 56 ans d'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, parce que je pense que 56 ans, c'est pas petit. C'est pas petit. Les parents ont beaucoup travaillé, mais moi je penserai toujours, comme d'habitude, par la grande réconciliation que je souhaite. C'est ce que je souhaite, moi, que mon pays soit réellement réconcilié avec elle-même, avec ses enfants et ses fils, pour que les fêtes tournantes ou les fêtes qu'on célèbre soient très, très, très belles. Et je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités. La Côte d'Ivoire, en tout cas, va vers l'émergence. La Côte d'Ivoire va vers, je crois, des sommets. Mais je souhaite que ces fils soient réellement réconciliés. Voilà. Alors donc une célébration qui vient donc donner un arôme tout particulier. Vous le voyez donc à la célébration de cet anniversaire de la Côte d'Ivoire avec la ville d'Abidjan qui est donc pavoisée aux couleurs nationales. Vous l'entendiez à l'instant, les mots de l'artiste. Merci donc de nous avoir suivis et rendez-vous demain 21h sur la chaîne qui rassemble. L'explosion demain.
Explosion donc demain au Palais de la Culture de Trècheville avec le chorégraphe ivoirien Georges Momboy. Et donc la cérémonie aura lieu demain, veille de la fête de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. En raison de cette fête, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale communique. Le dimanche 7 août 2016, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié chômé payé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 8 août 2016, le lendemain de la fête nationale, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et merci de nous avoir suivis.